Ce programme vous est proposé par Iron.fr, spécialiste running, trail et fitness sur Internet. Sunday Night Production. Dans cette partie 2 de notre podcast enregistré à Annecy à l'occasion de la Maxi Race, on reçoit Camille Bruas et Mathieu Blanchard pour débriefer de leur performance, mais aussi faire un point sur la suite de leur saison 2024. On reçoit aussi Romain Berger, chef de produit trail au sein de la marque Salomon. Il va nous parler des nouveautés dans l'industrie du trail, un secteur de plus en plus concurrentiel. Bref, un épisode à ne surtout pas louper. Bonne écoute. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir. Trail, route, piste ou encore triathlon, chaque lundi, venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le podcast Dans la tête d'un coureur pour cet épisode enregistré à Annecy depuis la Maxi Race en partenariat avec Iron.fr. Et pour cette deuxième partie du podcast, j'ai le plaisir de recevoir ma première invitée, Camille Bruas, grande vainqueur de la Maxi Race en 11h00 et 56 secondes après une bataille au coude à coude avec Fiona Porte. Salut Camille, comment ça va après ta petite balade autour du lac d'Annecy ? Eh ben, bonjour tout le monde. Les nuits post-course sont des fois un peu compliquées, donc fatigué, mais ça va. Alors c'est vrai qu'on est le lendemain de la course. T'as des petits yeux, sans vouloir te faire enfance, mais t'as des petits yeux. J'imagine que... On dort bien d'ailleurs après une course comme la Maxi Race. Est-ce qu'on fait une nuit de bébé ou on est encore un peu dans les émotions de la course ? Non, on fait pas une nuit de bébé, il n'y a jamais personne qui m'a dit ça. Mais ouais, moi c'est toujours la nuit post-course, c'est toujours compliqué. C'est pas une histoire d'émotion, je pense surtout les jambes qui... Comme un peu le syndrome des jambes lourdes là, donc ouais. On a toujours envie un peu de bouger. C'est la douleur en fait du corps qui a encore plein de déchets entre guillemets, ouais. qui sont un peu durs à assimiler. Et donc la première nuit, c'est un peu compliqué. Ouais, puis on a encore l'adrénaline, un peu les hormones du bonheur qui sont encore en effervescence, donc ça nous permet de tenir. Après, j'ai jamais compris cette citation de dormir comme un bébé. Moi, maintenant qui suis papa, faudrait qu'un jour quelqu'un me l'explique parce que je pense que c'est un petit peu compliqué. Alors, Camille, après avoir décroché la deuxième place sur la Maxi Race en 2018, juste derrière Katisha, d'ailleurs que tu as recroisé il y a pas récemment sur la Diagonale des Fous où tu avais fini aussi deuxième derrière elle. Cette année, tu triomphes à la Maxi Race, mais avant de plonger dans les détails de cette performance impressionnante que tu as réalisée ici sur le parcours à Annecy, j'aimerais qu'on parle un petit peu du parcours et de cette course que tu connais bien puisque tu habites pas très loin d'ici. Parce qu'à première vue, avec ces 93 km, 5000 mètres de dénivelé positif, ça ne semble pas être l'ultra le plus redoutable du circuit sur le papier en tout cas. Il n'y a pas forcément de montée ou de descente aussi spectaculaire que sur la Diagonale des Fous. Pas de segment aussi rapide comme on peut avoir sur l'UTMB. Mais malgré cela, cette course reste tout de même extrêmement exigeante. Il ne faut pas se tromper. Et elle pousse les coureurs à leurs limites. Et je crois d'ailleurs que toi, tu en as fait un peu les frais de cette intensité de cette Maxi Race samedi, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est une course qui est très exigeante. J'ai pas pris le temps d'analyser pourquoi du comment. En fait, surtout, je trouve qu'il y a vraiment de tout. Il y a une partie très roulante au départ qui, si on part trop vite, un peu vite en fait. Moi par exemple, je crois qu'au Samno, je pointe 80 et je finis dans le top 20. Donc c'est quand même globalement comme la première partie est très roulante, les gens partent très très vite. Et ça, après, on le paye cash en fait parce que derrière il y a deux boss avec des terrains un peu plus techniques sur là où j'habite là dans le Lodon, Saint-Eustache, tout ça. Il y a des parties hyper roulantes, il y a 5 bandes de plat à Doussard, voilà, ça c'est pareil, c'est de la route, il y en a vraiment pour tout le monde je trouve, et puis la fin, plus ça va et plus c'est dur, donc si on s'est cramé au début, c'est un peu compliqué de boucler. Moi j'ai doublé énormément de monde entre Montmain et l'arrivée, donc c'est un parcours où il faut en garder pour la fin. Et c'est sûr que sur le papier, ça paraît pas très dur. Là, hier, on avait quand même énormément de boue. Et je pense qu'énergétiquement, c'est double peine. Et il faut vraiment pas louper l'alimentation parce que énergétiquement, c'est quand même assez dur. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de chutes. Nous, on était aussi sur le parcours. On a vu pas mal de belles gamelles. Il y avait des parcelles de boue. Alors, on se serait cru. C'était de la mousse au chocolat par terre. Donc, c'est vrai que c'est dur parce que ça vient encore rajouter une charge mentale sur les athlètes qui doivent faire attention à tout, en fait. Et en plus, si vous rajoutez le critère boue, ça fait un peu beaucoup. Donc, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent là et qui veulent faire la Maxi Race l'année prochaine ou une des courses
course justement autour de ce fameux lac. Quel conseil tu leur donnerais? Donc plutôt, on est prudent et on se réserve pour la deuxième partie de course parce que c'est vraiment là, on dit que c'est souvent d'ailleurs après Doussad que la course commence. Ouais, c'est un des premiers critères, je dirais, parce que voilà. Et puis après, il y a de tout, donc voilà, il faut faire un peu du technique, il faut faire un peu du roulant, il faut être polyvalent. Et moi, c'est ça que j'aime bien dans les courses, c'est pouvoir encore un peu toucher à tout, pas être spécifique dans un domaine et sur une distance qui cette année était quand même assez longue. On est passé sur un parcours qui fait plus de 90 km. Donc ça reste des distances où c'est plus lent et c'est plus long. Donc on se rapproche plus d'un ultra que d'une course de 50, 40 quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a ce débat, est-ce que la Maxi Race c'est un ultra trail ou pas? Alors moi je pars du principe que c'est long et on se casse vraiment les dents, on se fait très chier. Donc a priori ça a la définition de l'ultra trail. Mais toi tu le considères comme un ultra ou plutôt comme une course de 50-100? Honnêtement hier on était quand même sur des chronos plus de les gars un peu moins de 10 heures, nous un peu plus de 10 heures. C'est vrai que c'est des chronos qui sont déjà, on peut pas se dire je réfléchis pas et je pars à bloc quoi. Donc avec des conditions comme ça c'est... Bon super intéressant ce retour. Alors parlons un peu de ta performance de ce week-end, Camille. Dès le départ, Fiona Porte, elle a pris les commandes de la course féminine, imposant immédiatement un rythme très soutenu qu'elle a réussi à maintenir quand même jusqu'au 60e kilomètre. Mais voilà, tu as réussi à la rattraper, notamment dans les parties décédantes vers Villars-Dessous, où tu as pu faire parler justement tes qualités techniques. Finalement, tu l'as devancée de seulement 10 minutes à l'arrivée. Est-ce que tu pensais que la victoire allait se jouer finalement à si peu de choses, ou tu étais confiante dès le début de pouvoir revenir en fait sur Fiona? C'était ta stratégie, tu nous l'as dit, hein. J'avais prévu de partir très doucement, enfin plus doucement, et remonter après. Donc comment toi tu as perçu la course de l'intérieur? Bataille ou victoire stratégique? Non, il y a eu une vraie bataille avec Fiona et c'était vraiment chouette. Ça fait vraiment plaisir de faire des courses un peu poussées dans ses retranchements comme ça. Donc c'était chouette. Moi en vrai je savais que Fiona partait assez vite. Globalement j'avais déjà fait des Templiers avec elle, donc j'avais vu un petit peu qu'elle partait très fort sur toutes ses courses. Donc puis là j'étais chez moi, le Semnoz, je connaissais par cœur. J'ai jamais été très très loin à Doussard, on arrive ensemble au ravito. Juste moi en fait j'étais... Tu étais à 5 minutes à peu près, ouais. Ouais, non, à Doussard, j'étais à 1 minute. À Doussard, oui, c'est derrière, elle prend pas le temps de se ravitailler. Et là, je pense qu'elle fait une erreur et je l'ai vu direct. Donc j'ai dit. Tu t'es dit, ça t'a donné un peu de. Ouais, moi j'ai pris énormément le temps à Doussard. Je savais que la course commençait ici. Donc voilà, mais rien n'était gagné jusqu'à que je franchisse la ligne d'arrivée. Hein, donc, comme en plus. Là, c'était technique, la fin, boueux, on n'est pas à l'abri d'une chute. Donc ouais, non, jusqu'au bout, franchement, elle m'a bien poussé dans mes retranchements. Ça c'est vu. Alors, on va revenir un peu sur ta préparation justement pour cette Maxi Race et puis pour ta saison 2024. C'est vrai que tu as connu une période assez difficile en 2022, 2023, due notamment à une blessure. Tu es revenu assez fort cet automne, hein, en décrochant juste une deuxième place sur la Diagonale des Fous où justement nous on était là, on t'avait reçu. En 2024, donc là pour cette nouvelle année, tu as fait sensation en remportant le trail Peñas Golasa, je ne sais pas si je le dis bien, en Espagne. Tu as même établi un nouveau record féminin. Alors là, tu n'as pas trop eu d'adversité parce que tu as mis 50 minutes à ta poursuivante. Tu as gagné aussi plus récemment le 50 km de la Volvic Volcanic Experience. Et puis ce week-end, médaille d'or sur la Maxi Race. Bref, aujourd'hui, tu sembles être en excellente forme. Et moi, je suis très curieux de connaître un peu tes secrets pour venir presque plus forte après justement cette période de blessure. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta phase de réathlétisation? Est-ce qu'avec ton coach, vous avez mis en place peut-être à l'entraînement des choses pour revenir au plus fort, mais sans risquer aussi la rechute? Parce que c'est ça souvent, il faut s'entraîner fort pour revenir, surtout que le niveau il ne cesse d'augmenter sur trail, mais il ne faut pas non plus brûler les étapes et se reblesser, parce que ça, moralement, ce serait très dur à gérer. Moi déjà c'était une blessure un peu particulière, hein. C'était une chirurgie que j'ai dû avoir, donc c'était pas une blessure de surcharge ou de choses comme ça, donc c'est un peu différent quand même d'une blessure de surcharge. Là, c'est sûr que j'ai dû couper 1 mois et demi sans sport, sans rien, mais c'est surtout qu'en fait je me suis rendu compte là actuellement, il y a 1 an je me faisais opérer en fait clairement, et il y a 1 an j'arrivais pas à faire 100 mètres et à sortir de mon lit quoi, donc en fait là tu relativises, tu te dis je suis sur la ligne de départ, je suis en pleine santé, j'ai pas de blessure, déjà là pour moi la victoire elle est là, et après on va s'amuser, et là je me suis régalée hier surtout sur mes sentiers d'entraînement, donc ouais, non, j'en ai pas changé grand chose au niveau de l'entraînement. Là ça faisait partie d'un bloc, comme je prépare la Hard Rock qui est mi-juillet.
Je sortais de 2 belles semaines quand même. Et donc je pense que j'étais encore un peu fatiguée quand même parce que j'ai pas eu des super sensations au niveau des jambes hier. Mais voilà, ça fait partie du jeu, là, ça faisait partie du bloc et je suis hyper contente d'avoir pu boucler ça pour la suite pour l'hard rock. L'hard rock, c'était vraiment ton objectif principal. Là, en fait, tu l'as intégré dans ta préparation. Il y avait pas, tu gagnes, mais c'était pas l'objectif de la saison, quoi. Non, c'était pas l'objectif de la saison. Je pars aux États-Unis un mois, donc là l'idée c'était de faire une course à la maison pour essayer de quand même que les gens, la famille, les amis puissent venir me voir courir parce qu'ils vont pas tous venir à l'hard rock. Ouais, et ça fait un peu loin. voilà, j'aime bien varier un petit peu, faire des courses pas trop loin de la maison, en tout cas en France quand je vais sur des courses aux États-Unis. Donc là, ça tombait vraiment bien. Et puis c'est un parcours qui, je pense, en plus là avec les conditions, préparait vraiment bien sur des allures d'ultra et sur des parcours comme ça avait une bonne logique. Donc ça cochait toutes les cases pour refaire la Maxi Race cette année. Alors j'ai regardé un peu ton compte Strava, mais avant de tirer des conclusions un peu hâtives, est-ce que tu partages tous tes entraînements sur cette plateforme ou peut-être tu choisis juste de publier seulement certaines séances que tu souhaites partager voilà, quelle relation tu as avec cette application qui fait un peu débat aussi, hein. Non, moi je mets tout sur Strava. Ce que je vais pas mettre, ça va être mes heures de yoga, peut-être mon renfo de temps en temps. Et je sais pas si je vais faire une récup sur Home Trainer qui est très 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 rare. Voilà, ça je le mets pas, mais sinon je mets la globalité de tout. Donc oui, vous avez peut-être l'impression que j'en fais pas beaucoup. Bah, alors je me permettrai pas de dire ça quand même parce que bon, tu gagnes et tu es quand même une athlète de très haut niveau, mais c'est vrai que ton programme d'entraînement semble un peu dénoté par rapport à ce que j'observe dans le reste du peloton chez les féminines sur Ultra Trail où il y a quand même des volumes un peu plus intensifs. Toi, c'est vrai que tu n'hésites pas à couper des fois, tu as des grosses chutes, des gros volumes, tu montes jamais vraiment au-dessus des 130 km par semaine. Donc, tu peux nous parler un peu de ta philosophie en matière d'entraînement, c'est comment tu vois les choses, surtout face à des adversaires qui bornent beaucoup, quoi. Ouais, moi honnêtement, j'ai pas beaucoup sur Strava, donc je me compare pas trop. Je sais que globalement, j'en fais un peu moins en termes de volume. Je préfère la qualité par rapport à la quantité. Après, là j'ai arrêté de travailler il y a un mois, mais avant j'avais quand même un emploi du temps un peu de ministre entre la kiné, les cours de yoga et les entraînements. Donc en fait moi la priorité c'est mon planning personnel et après mon entraîneur il s'adapte à mon planning. Donc oui, il y a des moments où en fait ça peut faire des blocs, quoi. Il y a des moments où là je vais me prendre une semaine et je vais m'entraîner et récupérer correctement pendant cette semaine. Puis après, quand je suis à la maison et que c'est un peu plus speed, j'adapte vraiment à... Ça fait par phase, en fait. Donc, je suis capable de me faire des grosses semaines. Pour toi, c'est quoi une grosse semaine ? Je sais pas. En termes d'heures, d'entraînement Je dirais 20 heures. C'est 20 quand même heures, une grosse semaine. C'est pas mal, ouais. Et sinon, je suis plus autour de 10-15 heures, je pense, en moyenne. Tu dis que tu favorises pas mal la qualité, donc tu vas travailler un petit peu sur l'intensité, ce genre de choses ? L'intensité, on en fait, mais pas... J'ai pas l'impression non plus d'en faire beaucoup. Mais oui, ça va être sur les grosses semaines, on va faire peut-être un peu de bi-quotidien, des choses que je fais pas en temps normal. Oui, ça va pas être la borne à tout prix, ça c'est sûr. C'est pas ma philosophie à moi, c'est pas celle de mon coach, c'est pour ça qu'on s'entend bien. Et voilà, et c'est ok pour moi tant que j'ai pas besoin d'en faire plus. Ouais. Et puis il y a des modes, hein. Tu sais, il y a 7 ans, on était sur une approche assez minimaliste de l'entraînement. Là maintenant, on est revenu sur des entraînements très forts. Les applications aussi comme Strava, je pense, favorisent parce qu'on se compare les uns des autres et du coup, on veut toujours en faire plus. Et voilà, mais ça, c'est net, clair et précis que l'entraînement en 20 ans, il n'a pas tellement changé. Voilà, pour paraphraser un célèbre footballeur en s'en poser. Mais c'est vrai que par contre, il y a des modes, on le voit, et il y a des choses comme ça qui sortent un peu de nulle part et les gens le reproduisent. Mais voilà, en tout cas, c'est intéressant ce retour que tu fais. Alors, tu es quand même parti en stage d'entraînement à Font-Romeu. Est-ce que tu peux nous parler, toi, justement, de ces stages Là, tu nous dis que tu fais un peu de bi-quotidien, donc tu t'entraînes matin et soir. Mais qu'est-ce que tu viens chercher quand tu viens en stage ? C'est la cohésion aussi avec peut-être d'autres athlètes si tu t'entraînes en groupe. C'est vivre vraiment 100% le haut niveau. C'est faire un plus gros volume, du dénivelé, l'altitude aussi. Qu'est-ce que tu vas chercher dans ces stages-là ? Ouais, la première chose que je vais chercher, c'est vraiment le partage. Ouais, effectivement, j'adore partager mes entraînements, surtout mes sorties longues. J'aime pas trop les faire toute seule. Enfin, voilà, ça m'arrive forcément, mais j'aime beaucoup le partage. Donc là, j'ai partagé Font-Romeu avec Marianne, qui va être ma paceuse. Marianne Hogan, ouais, qui va être ma paceuse à la hard rock. Donc voilà. Puis l'autre idée, c'était un petit peu de s'acclimater à l'altitude. Et en fait, je connaissais pas du tout ce coin de la France, qui est quand même le pays où j'habite. Et je me suis dit que c'était quand même cool, d'être dépaysé, de retrouver
d'autres parcours d'entraînement, de changer un peu la routine, de partager tout ça avec Marianne. Et ça cochait beaucoup de cases. Et voilà, et du coup on s'est dit allez feu. Et l'altitude, parce que du coup c'est vrai que sur la hard rock tu vas être soumis aussi à une altitude. Toi, comment est-ce que tu l'as vécu? On sait que c'est un athlète, c'est un non-sujet, il s'adapte très bien. D'autres c'est plus compliqué, d'autres la redescente se fait facilement, d'autres c'est un peu plus compliqué. Toi, j'imagine que tu as un peu été sensible à tes ressentis en t'entraînant enfant remeux. Ouais, globalement je vis bien l'altitude, ça c'est pas trop été un problème. Après voilà, c'est juste qu'il faut adapter son entraînement quoi. Il faut pas aller dans des trop hautes intensités, il faut vraiment respecter respecter ses sensations et pas faire n'importe quoi, parce que si on fait n'importe quoi en altitude, je pense que c'est là où le stage n'est plus du tout bénéfique. Si tu veux suivre tes chronos sur le plat en altitude, pour avoir fait pas mal de stages aussi en Éthiopie, il y a plein de gens qui se cassent les dents comme ça. Faut être à l'aise à l'idée d'aller moins vite, en tout cas sur la montre. Exactement, ouais. Tu nous dis que tu n'aimes pas trop les sorties longues. Est-ce qu'il y a justement des séances d'entraînement que tu aimes particulièrement et d'autres peut-être que tu redoutes un peu plus? Tu prends aucun plaisir? Tu nous parlais de la sortie longue ou de l'intensité. Voilà. Est-ce que tu nous partager un peu ton top des séances, top et flop? Non, j'adore les sorties longues, je préfère les partager. Ouais. C'est sûr, quand j'ai sortie longue 7 heures toute seule, là ça va être l'angoisse, mais je les fais jamais toute seule. En général, je trouve toujours des copains. Mais non, j'adore les sorties longues. Juste, j'aime pas trop les faire seule, entre guillemets. Je préfère largement être avec du monde. Et après, les séances que j'avais peut-être aimé le moins, ça va être les séances à plat d'intensité, mais en fait j'en fais quand même relativement peu. C'est quoi comme séance à plat que tu vas faire justement avec d'intensité? C'est des 1000, c'est des 800, des 3000, des 5000, sur quel Ouais, déjà ça sera rarement à plat, ça sera sur des parcours assez vallonnés. On fait du trail running, il faut quand même pas s'emballer sur de la route. Mais non, ça sera plutôt des temps, des pyramides, des 3, 4, 5, 6 minutes, voilà. J'appelle jusqu'à 10 minutes, des choses comme ça. On appelle ça plutôt du fartlek. Et ton allure, tu es sur allure semi, ça représente quoi justement sur des sorties un peu longues? Est-ce que tu veux partager ça avec nous? Parce que je suis sûr que tu sais. Franchement, je suis sûr que tu sais. J'ai pas beaucoup d'idées de chrono. Et pour te dire, quand même, j'ai déjà fait un semi-marathon. Ouais. J'ai fait ça. Tu as quand même des repères. Tu sais à peu près ton seuil, tu sais, j'imagine quand même. Ton entraîneur, 1h20. Ouais, mais c'était en D'accord. 2000. Donc t'es 3,45 au kilo à peu près sur 1h19, 1h20. Ouais, donc c'est quand même c'est déjà des belles qualités de vitesse, en tout cas sur ultra. Alors, en plus de tout ça, il y a aussi une particularité dans ton profil, c'est que tu es également prof de yoga. Tu es passionné aussi par le yoga. Est-ce que tu penses que ça constitue un atout, ça, justement, dans ta préparation physique pour l'ultra ou pour la course à pied? Parce que c'est vrai que on n'en parle pas souvent, mais j'imagine qu'il y a quand même des choses qui peuvent être intéressantes. Donc, est-ce que toi, tu le prends en compte dans ta prépa? Est-ce que tu penses que c'est un atout? C'est une passion différente et tu préfères justement la cloisonner avec, pour avoir autre chose? Parce que des fois aussi, c'est bien de ne pas parler que de trail running. Ça... Ouais, non, je vais pas la cloisonner. Maintenant, ça prend de plus en plus partie. En fait, à la base, vraiment, c'était lié à mon métier de kiné. Et puis de fil en aiguille, je suis devenue prof de yoga, mais plus pour mes patients, tout ce qui est problème de dos, tout ça. Mais en fait, je me suis rendu compte que le lien avec ma vie d'athlète et la course à pied, il était vraiment étroitement lié. Et je vois de plus en plus en fait de bienfaits à pratiquer régulièrement le yoga dans tout ce qui va être entretien des mobilités. Souvent, le yoga, c'est un peu vu comme je suis immobile sur mon tapis. Donc, il y a plusieurs types de mode yoga. Voilà, on a la position, tu sais, dans le... C'est vrai que l'inconscient collectif, c'est la position zen, et puis tu fais rien, tu écoutes de la musique douce avec un peu d'encens, quoi. Mais ça peut être très physique. C'est impressionnant à voir. Les gens qui maîtrisent le yoga, c'est beau, quoi, de voir la maîtrise qu'ils ont sur leur corps. C'est spectaculaire même. Ouais, c'est ça. Déjà, moi, je trouve qu'un athlète, normalement, il connaît bien son corps, mais des fois, en pratique, moi, j'ai donné beaucoup de cours à des athlètes dans le vélo, dans la course à pied, des choses comme ça, et je vois très bien qu'au final, si tu adaptes le cours à l'athlète et au sport et aux sportifs, entre guillemets, ça plaît à tout le monde, parce que c'est énormément de mobilité, de respiration, et en fait, ils apprennent aussi même s'ils se connaissent déjà très bien, tu apprends à te découvrir aussi d'une autre manière, et qui peut vraiment aussi t'aider en course, t'aider aussi un peu à faire pause sur, je vois les marathoniens là, c'est le nez sur le chrono tout le temps. Sur ton tapis, tu mets pas la montre, quoi, et tu vas pas regarder le chrono. Donc je pense que c'est un bon équilibre, et ouais, là je suis en plein projet en fait pour développer ça dans le sport de haut niveau, parce que je trouve que chez les jeunes, par exemple, on en perd beaucoup avec le stress des compétitions, avec la surcharge d'entraînement. Et en fait, le yoga, c'est un bon moyen déjà de se poser la question de ok, aujourd'hui, est-ce que je suis prêt à aller m'entraîner, quoi? Enfin, est-ce que j'ai mal quelque part? Est-ce que ça, il faut que j'en parle?
Et ça prend 2 secondes, hein, mais en fait, dans ce brouhaha un peu du sport de haut niveau, des fois, on en perd un peu l'essentiel. Mais je partage 100% ce que tu dis et c'est vrai que le lâcher prise et justement avoir ces moments où on va écouter son corps, où on va être en harmonie un peu avec lui, c'est hyper intéressant justement de contrebalancer avec les exigences du sport du haut niveau ou même du sport amateur, mais on veut toujours bien faire et même les amateurs aujourd'hui sont très investis dans la préparation, hein. Là il y a eu 7000 coureurs, je peux te dire c'est dingue de se dire qu'il y a autant de gens qui se préparent pour des courses aussi exigeantes, quoi. C'est fou de voir les gens, la capacité des gens et du grand public. Alors, avant de se quitter, on ne pouvait pas parler de ne pas parler de l'Hard Rock 100, une course mythique dans le monde du trail. Est-ce que tu peux nous partager un peu qu'est-ce que ça représente pour toi cette course? Parce que je sais qu'elle est mythique et on ne fait pas une Hard Rock 100 comme on fait une autre course. Il y a vraiment quelque chose, elle ressemble d'ailleurs à aucune course qu'on a nous en Europe. Ça représente quoi pour toi cet événement? Et est-ce que tu as des ambitions aussi pour cette course? La Hard Rock, c'est une course que j'ai découvert quand je suis allée à la Western States, qui est 3 semaines avant en fait chaque année dans Californie, et j'avais été aider François Daen qui courait la Hard Rock 2 semaines après. Et là, je me suis dit, waouh, cette course, elle a vraiment tous les critères d'une course d'ultra trail que j'adore. C'est une belle boucle, c'est en haute montagne, c'est hyper sauvage. Le ticket se mérite, donc c'est vrai que maintenant on sait que la loterie pour les élites elle est plus ou moins loterie, mais quand même on fait il y a quand même du suspense, quoi. Tant que la loterie n'est pas passée, ils peuvent très bien choisir un autre élite et pas toi. Donc moi ça faisait par exemple 4 ans que je mettais mon ticket, voilà, et en l'occurrence il faut quand même avoir fini un 100 miles l'année d'avant, donc c'était un peu l'objectif de la Diagonale des Fous, d'aller au moins la terminer pour pouvoir mettre mon ticket de nouveau à Hard Rock. Donc en fait elle est mythique de par la rareté du ticket, il y a vraiment, au départ on est 100, 150, c'est vraiment en microcosme, et je trouve ça amène, moi j'aime beaucoup varier entre les courses, comme on voit ici la Maxi Race, là ça brasse énormément de monde, c'est des stands, c'est des marques, c'est le trail à la française entre guillemets. À l'européenne, ouais. À l'européenne, et aux États-Unis c'est tout l'opposé en fait. Après ils sont aussi limités parce que sur les parcs nationaux, on ne peut pas faire courir beaucoup de coureurs. Ce qui va peut-être arriver en France aussi, parce qu'en ce moment, c'est vrai que la course sur trail, elle n'a pas forcément bonne réputation dans les milieux forestiers, les milieux de la randonnée. Donc peut-être aussi ça va arriver et on va limiter de plus en plus sur les sentiers. Donc on va aussi peut-être revenir un peu à ce retour-là. Mais c'est vrai que c'est presque une course confidentielle. En tout cas, l'aura médiatique qu'elle a par rapport à quand on va sur place, il y a une déconnexion, quoi. C'est assez dingue. Dernière petite question, parce que nos auditeurs nous l'ont beaucoup demandé. Est-ce que tu envisages de recourir à l'UTMB, à la Diagonale des Fous, sur ces grandes classiques aussi du circuit? Ouais, j'envisage de retourner à l'UTMB. Là, j'ai été prise à la Hard Rock, sinon c'était mon plan A ou B, ça dépend comment on voit les choses. Donc oui, j'aimerais, j'attends juste que ce soit le bon moment. Je voulais y retourner avec plus d'expérience, donc là je commence à engranger un peu d'expérience. Bon écoute Camille, je te retiens pas plus longtemps, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions, d'autant plus je sais que tu étais en famille et que tu as pris un instant, donc ça nous fait vraiment très plaisir à moi et j'espère aussi aux auditeurs dans la tête d'un coureur. Et puis je te souhaite que le meilleur et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant d'accueillir un autre grand vainqueur de cette Maxi Race. Il vient de remporter l'édition 2024 chez les masculins en 9h, 10 minutes et 52 secondes face à une concurrence particulièrement relevée cette année. Salut Mathieu, as-tu pu bien te reposer après cette victoire ou tu as profité de ton passage à Annecy pour célébrer, fêter ce beau succès? Parce que je crois savoir que chez Iron, qui est aussi ton partenaire, parce que tu es ambassadeur Iron, il y avait une petite soirée de prévue hier soir. Oui, exactement. Ils avaient prévu la petite soirée pour récupérer et enfin boire ma petite bière parce que je n'en avais pas bu depuis plus d'1 mois avant la course. J'avais été assez sérieux. Après, j'ai pas énormément récupéré parce que je t'avouerai qu'on a quand même mal aux jambes la nuit qui suit dans le lit. Donc voilà, ça viendra dans la semaine qui viendra, mais tout va bien. Je suis sur mon petit nuage ce matin. Ouais, on était avec Camille tout à l'heure qui nous expliquait que justement, elle a dormi toujours très très mal après une course. C'est plutôt, j'imagine, dans les jours qui suivent où là, tu vas être très vigilant à ta récupération parce que c'est là où tout se joue. Oui, exactement. C'est un petit peu comme la nuit qui précède la course où on ne dort pas très bien parce qu'on est un petit peu stressé avant la course. La nuit qui suit, on ne dort pas très bien parce qu'on a mal aux jambes. Mais comme pour préparer une course, l'important c'est de préparer, d'accumuler le sommeil la semaine qui précède la course. Pour la récupération, c'est pareil. C'est plutôt dans la semaine qui va suivre où on va récupérer petit à petit une fois que le corps aura récupéré. Alors, cette victoire à la Maxi Race, elle est aussi symbolique puisqu'on sait que tu as traversé une année pleine de défis sur l'année 2023. Émotionnellement, qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette victoire après tout ce que tu as pu endurer ces derniers temps?
Ouais, c'était une victoire qui m'a vraiment marqué hier. J'ai eu beaucoup d'émotions sur cette ligne d'arrivée. Dans les heures qui ont suivi, j'avais ma petite gorge serrée. Mais ça marque voilà, beaucoup de travail et un retour après une année 2023 mouvementée que je qualifierais de transitoire où j'ai décidé officiellement de devenir coureur professionnel, c'est-à-dire que j'ai arrêté mon emploi conventionnel en 2023 pour me dédier 100% au sport. J'ai aussi quitté le Canada où j'avais vécu depuis plus de 10 ans pour m'installer dans les Alpes françaises. Voilà, ça a été beaucoup de changements. Alors ça impacte sur les émotions, ça impacte sur le mental. Et cette année, je suis un petit peu plus posé. J'ai expérimenté des nouvelles méthodes de m'entraîner, de réduire ma charge. Et je voulais savoir si finalement tout ce que j'avais mis en place, ça avait fonctionné ou pas. Et finalement, alors ça explique pas tout, mais cette victoire est déjà un élément qui me dit que je suis sur la bonne voie pour continuer à faire, optimiser mon potentiel comme j'aime le dire. C'est une victoire qui fait du bien et on a vu aussi l'émotion sur ton visage, aussi toute ton équipe, tu étais très soutenu tout au long du parcours. Et voilà, on a vu que elle avait une saveur particulière, elle faisait plaisir. C'était la course, je t'avoue que j'appelle ça la course de la famille. Pourquoi ? Parce que déjà ma famille était là, mes parents, frères et sœurs, mais aussi tu l'as dit, mes partenaires principaux étaient là, étaient partenaires de la course. On parle de Iron, on parle de Salomon aussi. Il y avait énormément d'engouement autour de la course avec des personnes qui me sont proches à la fois dans mon cercle restreint, mais un peu plus global. Et c'était un petit peu la course à la maison. On est à la maison, il y a moins de stress que sur l'UTMB, on est moins loin que sur une Western States, donc c'est vrai qu'il y a sa famille, il y a ses proches et on en profite peut-être comparément à d'autres courses. Alors, c'est vrai, hein, tu nous l'as dit, l'année 2023 a été assez compliquée et toi, il y a une particularité chez toi, c'est vrai que tu t'es lancé sur l'ultra-distance et très vite tu as été performant, tu as certainement des aptitudes, des qualités qui t'ont permis très vite d'être extrêmement compétitif. Mais c'est vrai qu'une carrière dans le haut niveau, elle n'est pas linéaire. On a tendance à s'imaginer qu'une carrière, c'est comme ça, tu vois, c'est une ligne qui fait que monter. Alors que non, une carrière, on va avoir des blessures, on va tomber, on va avoir des moments de moins bien, on va redescendre. Une carrière sportive, c'est comme une vie, c'est jamais tout droit. Et c'est vrai que le spectateur, les médias, des fois, on interprète peut-être un petit peu trop vite une contre-performance ou ce genre de choses qui font finalement partie du processus et qui sont normales. En fait, est-ce que vraiment c'était une année compliquée ou c'était juste la suite logique d'une carrière ? Oui, c'est la suite logique d'une carrière parce que voilà, on expérimente aussi en tant qu'athlète, surtout dans le trail et l'ultra trail, on est encore dans un sport que je qualifierais en développement, contrairement à d'autres sports qui sont déjà aujourd'hui très cadrés, où on est pris par la main assez tôt et géré par toutes des équipes autour de nous. Dans le trail, on est encore tout de même assez libre de la manière dont on va organiser notre préparation, notre année. Et je crois que ce qui fait les vrais champions et championnes qui vont durer dans le temps, c'est aussi cette capacité de rebond face aux échecs, face aux détracteurs, face à tous ces éléments négatifs qu'on peut avoir autour de nous et dont on n'est pas encore super protégé dans notre sport. Et donc moi je suis encore dans cette découverte de tout ça et ça fait partie de notre sport. Il ne faut pas uniquement performer le jour J, c'est dans notre quotidien tous les jours, c'est savoir aussi tenir la barre au milieu des tempêtes. C'est vrai que tu évolues dans les sports de montagne finalement qui sont quand même des sports, je ne vais pas dire conservateurs, mais avec une culture très codifiée aussi. Et voilà, quand on dénote un peu, quand on ne veut pas se soumettre finalement à ces codes et qu'on veut évoluer comme on a envie d'évoluer avec sa personnalité, avec ses atouts, ça peut déranger. Et récemment, tu as été la cible, justement, tu en parles un petit peu, de harcèlement sur les réseaux sociaux. Toi, mais aussi Alix, tous les deux, vous avez subi ça, avec des attaques quand même très très violentes. Même ça, de certains, il y a les gens, mais il y a aussi certains médias suisses, pour le coup, qui n'ont pas été très très tendres avec vous. Comment est-ce que tu as fait, justement, pour garder un peu la tête hors de l'eau, pour surmonter ces moments difficiles quand tu as autant de messages comme ça, de retours négatifs qui te tombent dessus un peu du jour au lendemain, et qui sont en plus totalement injustifiés. En plus, quand ça touche aussi Alix, parce que encore quand c'est nous, c'est une chose, mais quand ça touche des gens proches de nous, c'est encore plus dur. Comment tu as fait pour surmonter tout ça ? C'est une très bonne question. Écoute, je dirais que j'avais déjà un petit peu été en quelque sorte vacciné avec le monde du trail, qui est aussi, il y a encore quelques années en arrière, un petit peu conservateur. Il y a beaucoup de personnes qui
qui sont dans ce mode c'était mieux avant. Je l'avais aussi découvert en entreprise, tu vois. Moi, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup l'innovation. D'ailleurs, j'avais fait une année d'études en management de l'innovation. Et c'est vrai qu'en entreprise, quand tu arrives et que tu proposes des manières de travailler, des nouveaux outils ultra innovants, tu as quand même beaucoup de réticences du c'était mieux avant. Bon, mais ça existe dans le sport aussi. Moi, je suis quelqu'un qui... d'entrée de jeu, j'ai pas trop voulu suivre les codes de ce sport, mais dans plusieurs domaines, y compris l'entraînement. Les méthodes d'entraînement, j'ai énormément expérimenté, j'expérimente encore aujourd'hui. Mais j'ai aussi eu à cœur très vite d'avoir une vision un petit peu entrepreneuriale de mon sport, prendre ma carrière en main et essayer de devenir professionnel. Et j'ai très vite compris que pour devenir professionnel, il ne fallait pas être seulement performant. On pouvait aussi trouver d'autres manières de l'être en communiquant, en racontant des histoires, en faisant du contenu. Et ça demande énormément de travail. Donc c'est sûr qu'on voit la partie émergée de l'iceberg et qui va être les articles de médias et les ressources qu'on va trouver sur les réseaux sociaux. Mais derrière, ça demande un travail énorme et c'est un réel travail entrepreneurial. Il y en a beaucoup qui ne le voient pas, et puis que finalement... vont dire mais qu'est-ce que c'est que ça, pourquoi faire différemment, pourquoi communiquer autant, pourquoi faire autant de projets autour de ce sport, pourquoi ne pas rester simple et seulement courir. Chacun a un petit peu sa vision des choses. Et moi aujourd'hui j'aimerais que des jeunes aussi s'inspirent et se disent ne se disent pas je vais être coincé parce qu'il va me falloir uniquement un équipementier de trail pour pouvoir devenir professionnel. Non, aujourd'hui je pense qu'on peut devenir professionnel de ce sport sans avoir d'équipementier principal. En voyant un petit peu le métier sous un prisme qui n'est pas uniquement celui de la performance. Maintenant, j'ai découvert l'hiver dernier le monde du ski alpinisme, donc je dirais que peut-être le ski c'est encore un autre level là. On est aussi sur après ça se comprend aussi, on est sur des zones assez reculées en montagne où la nature est ultra préservée, où peut-être on ne veut pas forcément qu'il y ait de l'afflux sur ces belles pentes de neige l'hiver. Donc il y a quand même encore une culture assez conservatrice que je respecte énormément, mais qui n'est pas forcément prête à avoir beaucoup de communication autour de ce sport. Ce que j'ai fait, alors pas non plus de manière drastique, mais j'ai voulu raconter aussi l'envers du décor comme j'ai toujours fait dans le trail. Il y en a à qui ça n'a pas beaucoup plu. Maintenant, ça reste une minorité. C'est toujours... pas agréable, comme tu l'as dit, de recevoir des messages de haine et de négativité autour de ça, parce qu'au final, tout ce qu'on voulait faire, c'était partager des belles images de la nature et puis des belles émotions. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Mais c'est vrai que de toute façon, il faut casser les codes pour faire évoluer les choses. Parce que si un sport ne change pas, n'évolue pas, c'est comme une langue. Si la langue n'évolue pas avec son temps, ça devient une langue morte. Et on le sait, tu faisais un parallèle avec l'entrepreneuriat, mais c'est très intéressant parce que Steve Jobs n'était pas informaticien. Pourtant, il a créé la plus grande boîte d'informatique. Et justement, parce qu'il venait d'autre chose, il a apporté du design, il a apporté de l'émotion à des choses où il n'y avait pas. Walt Disney aussi était un très mauvais dessinateur. C'était quelqu'un vraiment on lui prédestinait des Mickey quand il allait sur des séances de dédicaces parce qu'il n'arrivait même plus à les faire. Donc, mais il a apporté autre chose. Et justement, les gens comme toi qui ne respectent pas les codes, toi, il y en a d'autres aussi. Et dans tous les sports, vous permettez aussi à cette discipline d'évoluer. Et on voit aussi que c'est pour ça. Évidemment qu'il faut respecter la distance où on est. Évidemment qu'il faut avoir du respect pour l'histoire. Et voilà, et ça c'est évident. C'est pas poussez-vous, j'arrive. Mais on a le droit aussi d'arriver avec sa personnalité et de pas quand les codes deviennent une dictature, en fait, on a le droit de pas respecter ça. Est-ce que justement, tu as suivi peut-être une préparation mentale ou des conseils avec d'autres athlètes qui avaient pu subir ces vagues d'harcèlement, parce que psychologiquement c'est quand même très très dur. Est-ce que tu t'es fait accompagner ? Alors je me suis pas fait accompagner. Je te dirais que tu disais que j'ai pu progresser assez vite dans ce sport. Je crois que la force mentale est un de mes atouts et puis je sais m'en servir encore aujourd'hui. Tu as aussi évoqué des grands entrepreneurs comme Steve Jobs ou d'autres qui m'ont énormément inspiré dans ma vie. J'ai lu toutes leurs bios et je sais ce que c'est que de casser un petit peu les codes et de subir des tempêtes. Et on devient, la force mentale, elle se travaille sur une course, mais elle se travaille aussi dans le lien social au quotidien et ce qu'on va recevoir. Et puis j'ai su prendre du recul et puis finalement quand on prend vraiment du recul et qu'on voit que finalement tout ce qu'on fait c'est bienveillant et c'est avec passion,
on va pas se morfondre sur notre sort, on va pas s'en vouloir et puis on va surtout être triste pour les gens qui ressentent peut-être de la frustration, de la jalousie ou de la tristesse par rapport à certaines personnes qui réussissent ou qui souhaitent tout simplement un petit peu faire évoluer leur sport. Alors, tu as répondu de la plus belle des manières, puisque ce week-end, tu as décroché cette première place à la Maxi Race, donc c'est une grande classique du circuit. Alors, on nous avait parlé d'un duel. On attendait un duel entre toi et Aurélien Dunant-Palace. Finalement, ce face-à-face, il n'a pas eu lieu. Aurélien a plutôt opté pour une stratégie assez prudente en début de course. On sait, on dit souvent que la course, ça commence un petit peu plus tard et c'est peut-être dit. Alors, j'ai pas réussi à lui parler à la fin de course, mais c'est vrai qu'avec de la densité, il a peut-être envisagé que ça allait partir très très fort. Et en plus, il est habitué, lui, à partir très très fort aussi. Donc, il a peut-être voulu changer de stratégie finalement. Il n'a pas réussi en tout cas à te mettre en difficulté. Cependant, on a quand même eu le droit à un duel avec Thibaut Garivier qui t'a donné quand même pas mal de fil à retordre en maintenant une forte pression sur toi, un pressing comme on dit dans le milieu du vélo et de la course sur route, un pressing très fort tout au long de la course. Est-ce que tu as été surpris de voir Thibaut aussi performant, surtout qu'il avait annoncé quelques jours avant le départ de la course qu'il n'était pas à 100% de sa forme à cause de contraintes professionnelles, personnelles. Tu t'attendais à ce duel épique ? Alors effectivement, au vu de ce qu'on avait un petit peu pu voir avant, je m'attendais à voir un petit peu plus Aurélien et Baptiste au fight devant. Bon, ils n'étaient pas très loin derrière, toujours à l'affût et très proches de cette bataille. Thibaut a effectivement annoncé qu'il était peut-être pas dans sa charge mentale la plus adaptée à cette course, mais finalement il était présent. Et oui, ça a été vraiment un gros combat. Je poussais très très fort tout le temps, il n'y a pas eu de moment de répit dans les montées, à plat, en descente. Puis à chaque fois, je me disais, bon, j'ai hâte d'arriver à un ravitaillement pour voir, avec tout ce que je viens de mettre, combien j'ai réussi à lui grappiller de minutes. Puis finalement, j'en grappillais pas beaucoup. Et même qu'au ravitaillement de Montmain, le petit village de Montmain, on m'avait annoncé que j'avais à peu près 5 minutes d'avance. Et au Roc de l'Ancrenat, moins de 10 km plus tard, il les avait repris alors que j'ai pas lâché l'effort. Il m'a vraiment impressionné, très très costaud. Voilà, et puis c'est ce qui fait la course aussi, ça a été agréable de mener une bataille lorsqu'il m'a rejoint. Et là, rendu à 70 km à peu près au ravitaillement de Menton, ça se passe dans la tête parce que on n'a plus assez d'énergie pour mettre des attaques franches, on va mettre des petites attaques, mais c'est qui va être capable au niveau mental de tenir. Et puis là, il y avait deux gros mentales. Thibaut, il est très connu pour ça, il lâche rien, c'est vraiment un guerrier. Un grand compétiteur. C'est un grand compétiteur, il est très très solide. Et puis moi, j'ai envie de le féliciter parce qu'à côté de ça, il a un métier qui est vraiment très très prenant, qui lui prend beaucoup d'heures et il réussit tout de même à avoir des niveaux de performance exceptionnels. Donc c'est vraiment un grand athlète. Maintenant, voilà, c'est la course, dernière montée, peut-être qu'il a un peu payé le retour un peu en force qu'il a fait pour revenir sur Menton, je sais pas trop. Mais voilà, c'est la course, c'était lui, c'était moi hier, enfin sur la maxi, puis ça sera lui une prochaine fois. Ce risque, il fallait le prendre de toute façon, sinon il a été un peu victime de sa propre attaque, mais il fallait prendre ce risque parce que sinon, bien sûr, c'est la course, c'est ça la compétition et c'est ce qu'il faut faire. Moi, je vois vraiment la compétition avec des athlètes non pas comme une bataille pour se détruire, mais plutôt comme une bataille pour s'élever. Et on n'arrive jamais à se pousser autant que quand on est avec quelqu'un en compétition, parce que vraiment on s'élève les uns par rapport à les autres. Alors on parle de la magie du dossard, mais on parle aussi de la magie de l'adversaire, et grâce à eux on peut s'élever, c'est ça qui est beau. De toute façon, c'est souvent maintenant on aime bien un peu analyser les performances, les comparer, les performances des femmes, les performances des hommes. Souvent on dit les distances parce qu'on est plus performant. Il y a une donnée, c'est que plus il y a de densité, plus le niveau de performance il est fort et plus les athlètes donnent le meilleur d'eux-mêmes. Voilà, donc les distances, tout ça, c'est un peu du bullshit. Non, si vous voulez des performances, mettez de la compétitivité parce que c'est comme ça aussi qu'on arrive à s'élever les uns des autres. Et la compétition, elle peut être malsaine, quelquefois elle l'est, c'est vrai, certaines personnes, mais pour bien connaître le monde du sport, pour être né dedans et y travailler, dans la plus grande majorité des cas, il y a énormément de respect. Il peut y avoir des petits tacles avant, parce qu'on joue aussi, c'est bien le trash talk ici, ça fait partie du spectacle. C'est un jeu. Mais à l'arrivée, on se prend dans les bras et puis il n'y a que cette gratitude parce qu'on partage des émotions ensemble et tout ça, toute la rivalité s'efface. Et puis on se remercie parce que c'est grâce à eux, grâce aux autres qu'on peut faire de telles performances. Moi, je suis convaincu que si je refais la Maxi Race tout seul,
sans concurrence, je fais pas ça en 9h10, je te fais ça en 10, 11 ou 12 heures peut-être. C'est très mental aussi. Et on pourrait parler de l'UTMB avec Kylian Jornet et les moins de 20 heures. Ça, il n'y a pas Très bon exemple. S'il n'y a pas Kylian, il n'y a pas tous les deux, en tout cas, c'est battu entre vous deux. Alors justement, Thibaut, il a évoqué l'augmentation significative de la performance dans le trail et l'ultra trail. Voilà, il y a eu, c'est vrai que depuis quelques années, il y a une explosion de la densité. Selon lui, c'est de plus en plus difficile de s'entraîner sans être professionnel. Et aujourd'hui, si on veut être, il faut être athlète à plein temps si on veut espérer être dans le top niveau mondial. Est-ce que tu partages son analyse ? Alors, j'ai eu aussi, tout comme Thibaut, une vie de bureau assez chargée dans mes premières années d'ultra trail. Ça ne m'a pas empêché de tout de même réaliser quelques belles performances. Mais ça, c'était il y a 5 ans en arrière, 3, 4, 5 ans en arrière. Et c'est vrai qu'il y a eu un boom assez flagrant dans les derniers mois, dernières années. Pourquoi ? Parce que des athlètes ont commencé, ce qui est assez récent, à arrêter toute activité autre que celle de courir. Et donc, quand ça se professionnalise, ça s'entoure de spécialistes, ça récupère beaucoup plus. Et effectivement, je pense que c'est une des clés qui fait que le niveau augmente drastiquement. Et aujourd'hui, si on veut rejoindre ou atteindre ces niveaux de performance-là, je suis d'accord qu'il va falloir vivre de ça à 100% parce que sinon on ne pourra pas suivre le TGV qui est parti là. Ouais, surtout sur Ultra, hein, où évidemment il y a tellement de choses qui rentrent en compte, vous devez tellement être performant surtout. Puis aujourd'hui, voilà, mais c'est un peu comme sur Ironman, quoi. Tu vois, moi je fais le même parallèle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les meilleurs sur le vélo, c'est les meilleurs en natation et c'est les meilleurs en course à pied. On peut plus se permettre aujourd'hui d'être très bon en descente, très bon en montée, un peu moins bien sur le plat. Non, aujourd'hui, c'est les meilleurs dans tout qui performent et ça ne cessera que d'augmenter et d'aller dans cette direction-là sur Ultra. Alors en parlant d'entraînement, justement, tu as choisi cette année de travailler avec un entraîneur, Adrien Séguré. Jusqu'à présent, tu avais plutôt l'habitude de t'entraîner seul en concevant toi-même tes propres plans d'entraînement. Pourquoi ce changement de stratégie, Mathieu ? Alors effectivement, je me suis toujours entraîné seul. Alors je ne l'ai pas fait totalement à l'arrache. Je suis quand même quelqu'un qui aime étudier, lire, rencontrer des experts, discuter. Donc voilà, j'avais fait ma petite popote, ma petite recette qui m'avait permis de comprendre ce qu'est l'entraînement, la programmation. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a quand même quelques curseurs sur lesquels on peut jouer. Maintenant, il y a un curseur sur lequel on ne peut pas jouer quand on s'auto-entraîne, c'est la charge que ça prend pour écrire les programmes d'entraînement en fonction de l'objectif, mais aussi pour analyser a posteriori ce qu'on a fait. Et c'est vrai que j'avais remarqué que parfois, je me levais le matin, je savais qu'il fallait que je modifie un petit peu mon entraînement que j'avais prévu, et je ne savais pas trop comment le modifier. Et ça me créait de la charge en fait dans ma tête. Vu que je réfléchissais pendant 1 heure avant de partir, ça crée une charge. Et quand je revenais à la maison, des fois je me disais j'aurais peut-être pu faire 1 heure de plus, ou peut-être faire 3 séries de plus sur les fractionnés. Et c'est de la charge aussi. Donc voilà, j'ai essayé encore dans un but d'expérimentation de voir différemment. Et oui, je me suis fait accompagner par Adrien cette année. Depuis janvier, on a commencé ensemble. Alors c'est vrai qu'au niveau des entraînements, globalement, c'est à peu près ce que je faisais avant. Il ne faut pas croire que quand on prend un coach, il va y avoir quelque chose de miracle, de magique qui va arriver. Non, c'est très sensé, c'est de la programmation d'entraînement, c'est de la progression, c'est des semaines de surcompensation, c'est des semaines d'affûtage, c'est des intervalles, c'est des calculs de volume, c'est du feedback. Et voilà, sauf que quand c'est une tierce personne qui le fait, on n'a plus à y penser et c'est ça la grande différence. Alors c'est vrai qu'il y a, j'imagine, dans nos auditeurs et auditrices, beaucoup de personnes qui s'entraînent aussi en solo parce que c'est le cas de la plupart des gens en fait. Hein. Voilà, ils vont piocher un peu, ils vont regarder les plans, ils vont prendre un peu à droite à gauche et puis ils font un peu eux-mêmes. Mais c'est vrai que moi, pour avoir, j'étais en club d'athlétisme, je vois un peu le parcours fédéral et c'est vrai que je me suis entraîné un peu tout seul, j'ai voulu aussi un peu essayer parce que je me suis dit finalement, bon c'est bon, je connais l'entraînement, je baigne dedans, mais tu as tendance quand même à te mettre tout le temps les séances qui t'arrangent le plus. Tu vois, tu vas jamais les séances que tu n'aimes pas, tu vas toujours un peu te préserver, tu vois, c'est humain. Toi, comment t'arrivais à pallier à ça ? Est-ce que les séances vraiment que tu détestais, tu les laissais de côté ou t'arrivais à te faire misère un peu ? C'est vrai que c'est humain, on aime bien parfois être un peu, c'est comme ça un peu. On est un peu aussi câblé pour chercher le confort et ça se retrouve dans l'entraînement. Maintenant, on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui le niveau de performance a explosé en trail. Il ne faut pas oublier que le trail et l'ultra trail, on a vraiment une notion de plaisir, contrairement à d'autres sports où on va avoir une notion de temps, donc de performance. L'objectif principal pour la majorité des personnes qui prennent le départ d'un trail, c'est de finir, c'est de trouver les solutions pour aller de large départ à large d'arrivée. Et donc, je pense qu'on peut vraiment s'auto-entraîner quand on a simplement
un objectif de plaisir. Alors oui, tu l'as dit, il y a certaines séances qu'on va un peu s'arranger, mais globalement, il faut voir, faut avoir un recul sur du macro, quoi, sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Et si on sort 3, 4, 5 fois semaine en faisant à peu près quelques fractionnés, on va stimuler son corps, on va progresser, on va être capable de faire la course. Maintenant, si on veut jouer devant dans ce que j'appellerais même aujourd'hui de la surperformance, tous les éléments vont jouer, et moi aujourd'hui j'ai compris que la charge mentale en est un des éléments, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de m'associer à un coach plus que pour la science de l'entraînement. Mais c'est vrai que la charge mentale, elle est façon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a tellement de choses à prendre en compte, il y a tellement de critères que ça peut difficilement reposer sur les épaules d'une seule personne. Alors tu nous dis que tu n'as pas foncièrement changé l'ADN, la philosophie de l'entraînement. Néanmoins, est-ce que justement ce nouvel œil que représente Adrien, vous avez quand même essayé de rectifier ou d'optimiser certaines choses, de tenter des trucs aussi, hein, et si oui, concrètement, quelles sont-elles ? Alors globalement sur la charge, dans la charge on va avoir le volume d'entraînement, donc le nombre d'heures qu'on fait par semaine, et l'intensité, à quelle vitesse on le fait. Ça n'a pas changé, c'est à peu près ce que je faisais. Je monte sur des semaines qui vont aller jusqu'à plus de 20 heures de course à pied, et puis 10-20 heures de vélo ou d'autres sports de renforcement musculaire. J'avais déjà beaucoup la philosophie de renforcement musculaire, préparation physique générale et spécifique. La philosophie qu'a Adrien aussi, donc on s'est très bien entendu. D'ailleurs, cet hiver, il me mettait 2 séances par semaine. Je lui disais, tu peux m'en mettre 4 ? Il a dit, bon, ça va, j'aime bien. Après, là où il a vraiment joué un rôle, c'est de me freiner. Je suis tellement passionné par mon sport, par le sport en général, que j'ai tendance à vouloir y aller beaucoup plus que ce que j'en ai réellement besoin par rapport à l'objectif, ou d'aller beaucoup plus par rapport à ce que mon corps est capable d'encaisser. Et souvent je disais à Adrien, je vais en faire un petit peu plus, on va pas en halogéner une, et puis il me dit toujours, Mathieu, n'oublie pas quel est l'objectif, la saison va être longue, si maintenant tu laisses trop de plumes, ça va être compliqué plus tard dans l'année pour les grosses courses qui vont arriver. Et il a vraiment joué ce rôle aussi de me freiner, ce que j'ai du mal à faire tout seul et ce que j'aurais probablement pas fait. Au moment où on se parle là, fin mai, j'aurais fait beaucoup plus de volume si je m'étais auto-entraîné. J'aurais peut-être déjà laissé quelques plumes qui m'auraient été bénéfiques pour la suite. Mais moi, je suis convaincu, et pour en avoir parlé à plein d'entraîneurs, que ce qui fait la force d'un athlète, c'est sa continuité dans l'entraînement. C'est-à-dire que je pense que ça a beaucoup plus de valeur de t'entraîner 5-6 ans sans interruption parce que tu t'es blessé. Évidemment, tu vas couper un peu l'été, l'hiver, après les saisons, mais sans interruption. Donc vraiment avoir des planifications d'entraînement qui sont très très longues. Les athlètes olympiques, ils s'entraînent avec l'Olympiade. Donc c'est des préparations sur 4 ans, tu vois, c'est par JO. Et c'est beaucoup plus efficace que faire une saison où tu vas charger à bloc. Vaut mieux des fois réduire un peu la charge, mais avoir une grande continuité, parce que c'est l'addition des kilomètres à travers les années. Et on en parlait même avec d'autres ultra-trailers qui nous expliquaient ça. C'est vraiment l'addition des kilomètres à travers des années, hein, même des coureurs qui ont eu la chance de courir à 11-12 ans, s'il y a des parents qui nous écoutent, mettre au sport son enfant très tôt, c'est un vrai cadeau que vous lui faites, parce que tous ces kilomètres accumulés d'année en année, à la fin, c'est redoutable, et c'est les forces des grands coureurs. Eliud Kipchoge, Kylian Jornet, leur élément commun, c'est qu'ils ont commencé tous très très jeunes et pendant très très longtemps. C'est pas d'avoir fait des grosses années de grosses charges, ça a moins de valeur. Ouais, c'est la vision pérenne versus la vision court-termiste. Moi, je suis très inspiré par les athlètes qui ont des longues carrières pérennes, et qu'est-ce qu'ils ont en commun ? C'est la gestion de leur entraînement, c'est la gestion de leur courbe de progression. La patience. Et c'est aussi la patience et la capacité à couper aussi. Et je parle souvent de discipline dans le sport, c'est-à-dire qu'on se lève le matin, on ne se pose pas de questions, quoi. Il pleut, il neige, je suis fatigué, non, j'y vais. Et parfois, les personnes te disent « Ouais, mais quand tu es trop discipliné, tu es robot ». Mais en fait, non, dans la discipline, ce qui est le plus difficile, c'est de savoir couper aussi. Et ça, c'est difficile. Et savoir couper, avoir des semaines de régénération, voire des semaines complètes, voire des mois, souvent en hiver pour les trailers, on coupe totalement de la course. Ça, c'est de la discipline aussi. C'est ce qui va permettre d'être pérenne et d'avoir de longues carrières. Ouais, mais c'est une célèbre phrase dite par Nico, mais l'entraînement fait régresser, c'est la récupération qu'il faut progresser. Et elle peut paraître un peu simplette, cette phrase, parce que plein de gens ne la comprennent pas, mais c'est la réalité. Et surtout vous, sur Ultra Trail, la problématique, c'est que vous n'avez pas de grands championnats. C'est chaque saison en fait que vous rejoignez un peu tout par rapport justement à un athlète qui va faire les Jeux Olympiques. Il est capable 2 ans avant, non, ma priorité c'est les Jeux de Paris, ma priorité c'est les Jeux de Los Angeles. Et donc en fait forcément ils ont une vision beaucoup plus longue, parce qu'il y a ce championnat fédéral national que vous n'avez pas. Tous les ans vous remettez votre compétition en jeu, vos titres en jeu. Donc c'est vrai que ça, c'est très piégeux. Alors tout à l'heure j'ai reçu Camille Bruas
je lui ai demandé si elle partageait toutes ses séances sur Strava. J'aimerais te poser la même question parce que tu vois, j'ai un peu analysé aussi. Est-ce que tu partages tout ou seulement certaines choses? Est-ce que tu t'en sers aussi un peu pour impressionner, pour bluffer un peu tes adversaires? C'est quoi ton rapport à cette application? Parce qu'en ce moment, elle fait beaucoup parler d'elle, en bien comme en mal. D'accord. Alors écoute, Strava, moi je le vois comme un réseau social au même titre que d'autres réseaux. Maintenant, je trouve que partager la carte de où on est en tout temps, toute l'année, je trouve que c'est vraiment... moi, j'ai une sensation de rentrer dans ma vie intime. Et c'est l'unique raison pour laquelle je ne partage pas en tout temps mes Strava, parce que j'ai pas envie que tout le monde sache où je suis toute l'année. Et donc, moi, je le vois plus comme un réseau social. À partir du moment où, dans ma séance, j'ai ramené une photo ou quelque chose à montrer, je vais le partager. Mais si c'est une séance que je qualifierais d'assez classique, un jog de 30 minutes ou un intervalle habituel où j'ai rien ramené à part faire mon entraînement, j'ai pas forcément envie de le partager. Donc, c'est comme ça que je le vois. Ça va être des longues, belles sorties où j'ai été inspiré par un paysage ou avec des amis où on a passé un bon temps. Et au même titre qu'on partage des belles photos sur Instagram, par exemple. C'est comme ça que je le vois. Voilà. Et puis je veux garder un petit peu mon jardin privé par rapport à ma position géographique. Voilà. Donc c'est comme ça que je l'utilise. Et puis en plus, tu as des gens qui copient. Tu as des coureurs amateurs qui copient un peu. Je sais que sur marathon, il y a des gens qui se mettent un peu les mêmes séances que Kipchoge. J'imagine qu'il y a des gens, voilà, ça c'est pas du tout, ne faites pas ça quoi. Ouais, ben moi ça me dérangerait pas. Après, c'est plus celui qui copie qui risque de se blesser parce que chaque plan doit être individualisé. Mais voilà, on reste quand même. On voit où on est en tout temps. Et tu regardes un peu ce que font les autres aussi parce que c'est aussi un risque, tu vois, tu vois, on l'a vu, Kylian Jornet qui met un petit peu sa séance quelques semaines avant ses gamins avec son 42 km, un peu de répétition. Forcément, il y a aussi un côté de sortir les pecs et c'est normal. Ça se joue aussi avant la course. Dans les sports de combat, l'avantage psychologique que va avoir le combattant face à son adversaire, c'est énorme. C'est énorme. On dit souvent que le combat, il se gagne avant le match. Et j'imagine que sur Ultra, c'est aussi vrai. En plus, on a toujours l'impression d'être moins en forme. Tout le monde, c'est comme ça. On a été malade, on pense au rhume. Tout le monde en est pareil. On pense toujours aux séances qu'on a loupées plutôt que les séances qu'on a bien réalisées. Et forcément, si on voit l'adversaire qui a publié plein de choses, des trucs énormes, on a un rapport d'infériorité par rapport à lui. Et il y en a qui peuvent utiliser ça, quoi. Non, j'avoue que ça peut jouer mentalement de voir un athlète qui a fait de très belles séances. Maintenant, il faut le regarder dans le macro. Moi, à chaque fois que j'ouvre Instagram, quand j'ouvre Strava, je vois une séance par-ci par-là, mais je prends pas la peine d'aller ouvrir le profil parce qu'il faut regarder pas qu'une séance, il faut regarder sur un programme d'entraînement pour une course, ça va être 2, 3, 12, 16 semaines. Je fais pas ça de regarder l'analyse globale. Et puis il faut savoir aussi que je pense pas que tout le monde met 100% de ses séances, donc faut le prendre un petit peu comme un réseau social divertissant plus que quelque chose d'analyse profonde du niveau de performance de nos concurrents. J'ai jamais vu effectivement de séances loupées sur les Strava de grands champions. Et j'imagine que ça arrive quand même, parce que ça arrive à tout le monde. Alors, bon, du coup, j'ai bien fait de ne pas forcément me fier à ton Strava. Mais concrètement, si on veut mettre un tout petit peu les mains dans le cambouis, comment... Si on prend par exemple une course comme l'UTMB, c'est juste pour prendre un exemple, mais comment tu peux nous décrire un peu comment tu structures ton programme d'entraînement, sur combien de séances par exemple va s'étendre une prépa type UTMB, on peut parler de la diagonale si tu préfères, combien d'heures par semaine tu vas consacrer, type de volume, d'intensité, comment tu vas un peu construire ton plan justement, si tu peux partager quelques insights avec nous. Bon, déjà le plan il se fait pas sur seulement 2-3 mois, mais il se fait sur plusieurs années. Moi l'UTMB, j'ai commencé à le préparer dès 2017, peut-être l'UTMB de cette année, donc il faut voir aussi l'expérience, les années d'expérience, et encore une fois c'est pas un nombre de semaines ou de mois avant la course, c'est la globalité aussi de toute l'expérience qu'on peut avoir au niveau mental, au niveau de la capacité aussi à notre système digestif à encaisser des charges nutritionnelles énormes, à s'adapter aussi à des particularités qui vont arriver sur la course. Maintenant de manière très concrète, moi j'aime bien avoir un programme d'entraînement pour préparer une course qui va durer entre 2 et 3 mois, 12 à 16 semaines. Et rien de très magique, une courbe de progression où la charge va augmenter, donc en termes d'intensité et de volume. Quelques petites semaines de surcompensation au milieu de tout ça pour laisser le temps au corps, comme tu l'as dit, de se régénérer pour réparer les briques qui ont été cassées dans les grosses charges d'entraînement. Ça peut représenter des semaines qui vont monter jusqu'à 40 heures d'entraînement, 30 heures de course et puis une dizaine d'heures dans d'autres sports, du renfo et du vélo essentiellement pour moi. Et voilà, c'est ce qui se fait pour une course. Et puis
La période d'affûtage aussi, très très importante. Là, pour la première fois, Tu grâce à Adrien, habituellement, je suis quelqu'un qui est assez anxieux par rapport à ça. Quand je coupe 10 jours avant, mon corps, je me sens pas bien, c'est trop bizarre, j'ai faim. J'ai commencé à avoir les jambes en coton, donc qu'est-ce que je fais ? Je vais courir pour essayer de retrouver des sensations et me rassurer. Mais là, j'ai décidé vraiment, c'est la première fois sur la maxi que j'ai fait un vrai affûtage avec un volume drastiquement réduit. Ça m'a énormément inquiété. Mais regarde, j'ai eu des bonnes sensations et ça a bien fonctionné. Donc je crois que c'est une vraie méthode qui fonctionne vraiment, de vraiment se reposer avant une course et de ne pas attendre le dernier moment pour faire du rattrapage. Mais ça, c'est 2 erreurs que font énormément de gens là. Oui, mais énormément de gens, mais même les athlètes professionnels. Mais et sur trail, mais moi j'étais surpris de voir que, alors c'est pas pour reprendre l'exemple de Kylian, mais lui il a aussi une vision très personnelle de l'affûtage parce qu'il décharge très très peu et ça lui réussit. Attention, c'est pas, on voit ce qu'il a fait à Zegama et moi j'étais hyper admiratif, mais je lui ai posé la question parce que je cherchais à comprendre, parce que c'est vrai que l'affûtage c'est quand même hyper stratégique et je pense qu'il y aura des gros leviers de progression en gérant mieux ça. Il y a 2 erreurs généralement que font beaucoup de gens, on va dire même les coureurs amateurs, c'est courir leur footing trop rapidement et de mal gérer la phase d'affûtage sur les. On peut ne pas s'affûter si on fait des compétitions intermédiaires, il n'y a pas de problème, mais si c'est des gros objectifs. Là pour les JO, je peux te dire que l'affûtage c'est l'un des éléments les plus stratégiques de tous les athlètes. Donc intéressant de voir que ça se développe. Alors, on va se projeter un petit peu plus loin dans ta saison 2024. Tu as annoncé récemment ta participation à la Diagonale des Fous. Tu en as fait un de tes temps forts. Mais tu n'es pas sans savoir qu'il y a une petite course autour du Mont Blanc entre-temps. J'imagine, tu as laissé planer le doute quand même sur ta participation. Voilà, est-ce que tu as pris une décision ? J'imagine qu'avec cette victoire à la Maxi Race, ça a dû te donner des petites idées quand même. Alors c'est sûr que la victoire à la Maxi Race met du baume au cœur et de la motivation pour reprendre l'entraînement bientôt. Maintenant, tu l'as dit, mon objectif principal de l'année reste la Diagonale des Fous. C'est une course mythique dans le circuit et moi, elle me tient particulièrement à cœur parce que voilà, j'aime les insulaires, j'ai grandi dans les Caraïbes, j'aime l'esprit des îles. J'ai déjà eu la chance de courir plusieurs fois en Martinique et en Guadeloupe et il y a quelque chose, il y a une énergie dont je me nourris qui est énorme et que j'ai su retrouver aussi à l'île de la Réunion. Je me suis rendu sur place 2 fois pour diverses raisons. Je n'ai pas pu prendre le départ de la Diagonale des Fous. Donc il y a quand même une petite frustration qui s'est immiscée en moi et je veux vraiment prendre le départ de cette course et je veux vraiment la respecter. Or, cette course arrive en octobre, en fin de saison, on est souvent assez cramé. Et pour moi, la respecter, c'est essayer d'arriver au top de ma forme. Donc voilà, qu'est-ce qui va se passer avant ? C'est comment optimiser, choisir les bonnes courses pour pouvoir arriver au top de ma forme à la Diagonale des Fous. Cette course autour du Mont Blanc, on le sait tous, elle est difficile sur le plan physique, mais elle est difficile aussi sur le plan émotionnel et cognitif, mental, avec toute la sollicitation médiatique qu'il peut y avoir autour. Donc voilà, ça sera un choix en fonction de mon niveau d'énergie, de mes sensations que j'aurai à l'entraînement cet été, si je prends le départ ou pas de cette course. Mais si je ne prends pas le départ de cette course, ce n'est pas grave. Il y aura d'autres éditions les années d'après, mais je ferai quand même un ultra pour me préparer à la diagonale. Voilà. Donc là, quand même, si je comprends bien, il y a quand même les pourcentages de chances de te voir sur l'UTMB sont quand même plutôt réduites. Voilà, si je comprends bien. Tout dépendra J'exclus pas, mais tout dépendra de mes sensations cet été. Il faut vraiment que la boule de feu dans mon ventre soit énorme pour pouvoir prendre le départ, parce qu'il va falloir que je garde des plumes pour la diagonale. Mais de toute façon, là, on en revient à ce changement de paradigme avec l'augmentation de la densité. Je pense qu'enchaîner les courses comme on l'a fait, Western States, UTMB, Diagonale des Fous, c'était possible fut un temps, mais que maintenant, ça va devenir de plus en plus compliqué parce qu'il y a un tel niveau que, voilà, faut pas se mentir. Ce qui était possible de faire, on valorisait beaucoup ces trios, ces machins, mais ça va devenir de plus en plus rare, c'est évident. C'est vrai qu'un ultra à bloc à 110%, c'est pas comme un ultra à 90%. On y laisse beaucoup plus, de plumes. Et il y a trop de densité par rapport aux années 2010, 2015 où avant, il y avait quand même moins d'adversité. Là. Faut être à 110%, donc c'est juste pas possible. Donc ça, je pense que c'est des choses qu'on verra. Puis un mois et demi entre les deux courses, faut être très efficace dans la récup et voilà. Alors justement, en parlant de la Diagonale des Fous, on sait que c'est un parcours extrêmement exigeant, avec des conditions climatiques parfois redoutables. C'est un profil de course très différent de celui de l'UTMB, beaucoup moins roulant. Toi, tu es un coureur très polyvalent, on le sait, doté de très belles qualités de vitesse. La Diagonale des Fous pourrait te faire sortir un peu de ta zone de confort, à l'image d'un Jim Wemsley, où vous avez
vous avez vos qualités et vos défauts, mais voilà, vous êtes quand même des profils assez proches. Penses-tu être tout à fait capable de performer aussi bien sur la Diag que sur un UTMB, ou est-ce que tu estimes qu'il faudra que tu t'adaptes davantage à la technicité du parcours ? Alors c'est vrai que sur les 2 dernières années, peut-être le fait d'avoir participé à des courses de route laisse penser à certaines personnes que je suis un profil plutôt terrain un peu technique, rapide, mais il faut savoir que c'est tout le contraire. Moi, mon école, ça a été les terrains ultra techniques, notamment au Québec. Il me semble que tu y es rendu pour une course et si tu as baladé dans les sentiers, tu as peut-être vu que c'était ultra technique, très boueux, très rocheux, très compliqué. Je l'ai dit tout à l'heure aussi, mais j'ai couru sur des îles où tu avances aussi avec les mains pour t'accrocher avec les branches pour pouvoir avancer. Parfois, tu rampes aussi. Donc, l'ultra technique et les conditions difficiles de chaleur et de froid, c'est quelque chose que j'aime bien, que j'apprécie, et je pense que ça répondra aussi à quelques aptitudes que j'ai cette course. Donc, voilà, j'ai hâte j'espère pouvoir m'y confronter, d'avoir la chance de m'y confronter cette année. Et voilà, j'ai la possibilité de bouger pas mal en ce moment. En face de là où j'ai établi mon camp de base, il y a le parc des Écrins qui est ultra technique aussi, avec des roches dans tous les sens. On peut avoir du très froid en haut, du très chaud en bas dans les vallées, donc un terrain adapté. Et voilà, donc je mettrai toutes les chances de mon côté pour m'y préparer correctement. Alors moi, je te range pas dans la catégorie des coureurs très rapides, parce que je te vois en descente et je te vois en montée, et sur les descentes, je sais à quel point tu es extrêmement efficace. Donc voilà, je suis pas tombé dans cet écueil, mais c'est quelque chose qui se dit souvent, et quand on parle un peu, mais même là, la Maxi Race, je vais être honnête, j'ai parlé quand même avec beaucoup de... pas forcément les coureurs amateurs, mais les team managers, les machins, et beaucoup de gens te voyaient en difficulté sur ce parcours. Donc ça me faisait sourire. Donc voilà, moi j'ai aucun doute que tu saches très bien t'adapter. Par contre, l'une des particularités de la Diagonale des Fous, et c'est là où quand même je me pose plus de questions, c'est que c'est interdit au bâton. Et je sais que tu es quand même l'un des coureurs qui maîtrise le mieux cet outil. Tu les utilises même efficacement en descente, ce qui se faisait quand même très rare avant toi. Tu es quelqu'un on parlait un petit peu des gens qui cassent un peu les codes. Toi aussi, c'est quelque chose que tu as apporté. Tu dis, voilà, cette capacité d'utiliser les bâtons un peu partout, tu les optimises vraiment à fond. Et là, à la Diag, c'est interdit. Est-ce que tu penses que courir sans bâton, ça va être un enjeu pour toi, ou c'est pas un sujet? Voilà, ça t'inquiète pas plus que ça? Écoute, on est tous sans bâton. Alors c'est sûr que j'ai aussi, dans mon passé, fait des sports qui ont fait que j'ai développé un petit peu plus mon haut du corps, qui me permet de pousser fort sur les bâtons. Maintenant, quand je regarde les plus grands athlètes qui sont passés sur la Diagonale des Fous, c'est des athlètes qui ont pour habitude aussi d'utiliser les bâtons en hiver ou sur d'autres courses ultra-trail, et qui ont réussi à faire cette diagonale sans les bâtons. Alors bon, pourquoi pas moi? C'est vrai que tout le monde ne les aura pas. Après, c'est vrai que... Bon, après, si tu as des habitudes, c'est sûr que si tu es très habitué, on peut être dépendant aussi de certains outils. Comme les coureurs sont dépendants des fois de leur montre, ça peut être compliqué. Bien sûr, mais aussi. Après, voilà, on s'y adapte aussi. Et forcément, cet été à l'entraînement, il va y avoir beaucoup de séances où les bâtons resteront dans le placard. Bon, merci beaucoup. Mathieu, écoute, ça a été un plaisir comme à chaque fois. Ça a été un plaisir de discuter avec toi. Encore bravo pour ta course. C'était pour bonne nouvelle, c'est qu'on va se retrouver dès vendredi prochain sur les capsules du mois de juin, puisque tu vas participer à un programme avec nous. Ne le loupez pas, parce que vraiment, moi, j'ai appris énormément de choses. C'était hyper intéressant. Donc, rendez-vous dès juin prochain. Merci beaucoup, Mathieu. Que des belles choses pour la suite, et hâte de te revoir courir sur les sentiers de la Réunion, ou peut-être de Chamonix, qui sait. Merci beaucoup, à bientôt. Je vous propose maintenant d'accueillir Romain Berger, spécialiste de la gamme, chef de produit de la gamme Trail Running chez Salomon. Il va nous parler un petit peu de la gamme S-Lab, des nouveautés Trail chez Salomon. Salut Romain, comment est-ce que ça va? Alors là, c'est carton plein. 2 vainqueurs chez les féminines, Camille Breuat qui remporte la course en Salomon, et Mathieu Blanchard en Salomon. Ça fait plaisir parce que vous êtes attaqués, C'est vrai que vous aviez été longtemps seul. Maintenant, il y a d'autres marques, Oka, On Running. Vous êtes la compétition, elle est aussi dense chez les équipementiers sportifs, et j'imagine que tout ça, ça vous aide aussi à développer de meilleurs produits pour les coureurs. Ouais, c'est une superbe performance au week-end de tous les athlètes, de Mathieu, de Camille et de tous les autres. C'est une fierté pour nous de voir ces athlètes porter des modèles de la gamme. En l'occurrence, au week-end, la S-Lab Genesis pour Mathieu et pour Camille. Donc effectivement, on a été challengé ces dernières années par différentes marques. Aujourd'hui, on revient sur le devant de la scène, sur tous les niveaux de course, à la fois sur les formats courts avec les Golden Trail Series, et à la fois sur les formats plus longs, comme ici la Maxi Race, ou sur l'UTMB avec un modèle clé
que de nombreux coureurs connaissent et ont adapté du coup la gamme Genesis. Alors, du coup, toi, tu es chef de projet. Concrètement, c'est quoi ton rôle? Quel est un peu ton métier? Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont passionnés par le sport. Peut-être il y a des étudiants aussi qui nous écoutent et qui voudraient travailler dans ce milieu sportif. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton rôle avant qu'on parle un peu de la S-Lab et de la nouveauté? Ouais, c'est ça. Donc, moi, je suis chef de produit donc, chez Salomon pour la catégorie trail running chaussures. Donc, concrètement, je suis responsable de la création de l'offre. Et mon rôle, en fait, ça consiste dans un premier temps en fait, à collecter tous les retours des coureurs. Donc concrètement, passer le plus de temps avec eux pour connaître leurs besoins, ce qu'ils souhaiteraient améliorer sur le marché, connaître les points de friction en fait, qui pourraient permettre finalement d'améliorer leur performance, puis ensuite de ramener ça à l'ADC, donc à l'Annecy Design Center, donc notre société donc, qui est basée à Annecy, pour travailler ensuite avec les équipes de développement, donc à la fois des ingénieurs plutôt matériaux, des designers, des coloristes, pour ensuite faire de ces besoins une réalité produit. Donc tu travailles avec les athlètes. Est-ce qu'il y a des athlètes qui sont peut-être plus sensibles à leurs sensations que d'autres, avec qui tu vas plus collaborer, d'autres qui aiment plus investir? Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu des coulisses de ça, si il y a des athlètes qui sont vraiment très sensibles à leur équipement, qui par exemple chez Salomon est vraiment très attaché au développement du produit, de la chaussure? Ouais, effectivement, comme tu le mentionnes, donc, on est tous différents. Donc il y a certains athlètes qui ont plus une sensibilité produit plus prononcée que d'autres. Typiquement, Mathieu Blanchard, donc, de par on va dire son ancienne vie d'ingénieur, donc qui est quelqu'un de très 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 pointu au niveau produit. Il aime bien comprendre, il aime bien analyser, comprendre, il veut savoir pourquoi, comment ça fonctionne, quoi. Ouais, exactement. Donc Mathieu, typiquement, c'est très sensible à tous les détails, très sensible à des critères dont notamment le poids. Également François Daen, donc qui nous a énormément aidé ces dernières années donc pour mettre au point la gamme Ultra. Donc, avec qui vous avez lancé une gamme de produits spécifiques brandés François Daen. Exactement. Et ensuite également des coureurs plus pour les formats Golden Trail Series, donc je pense notamment à Rémi Bonnet qui nous a énormément aidé pour le développement de la Pulsar actuelle et la Pulsar à venir pour l'année prochaine. Donc avoir une chaussure qui est à la fois hyper précise, pour aller hyper légère, pour aller vite sur les terrains ascendants et descendants, mais aussi qui offre des capacités d'accroche assez uniques, notamment sur les terrains compliqués comme Azegama la semaine dernière. Donc il y a vraiment une somme d'athlètes qui sont très pointus. D'autres pour qui finalement, donc je pense à Courtenay qui pourrait mettre globalement n'importe quoi et ça lui irait bien, elle serait contente. Alors justement, là on va parler un peu, on va mettre la S-Lab à l'honneur parce que c'est vrai que c'est un sacré succès de chez Salomon. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette gamme, cette catégorie? D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle représente la S-Lab après si tu veux je peux démarrer par une petite histoire. Vas-y, avec grand plaisir, on adore les histoires chez Dans la tête d'un coureur. D'accord, globalement ce qui est intéressant de savoir c'est que chez Salomon tous les produits, donc on démarre par le S-Lab et à chaque produit S-Lab il y a une histoire, donc soit une histoire coureur, soit une histoire plutôt événementielle. Et en l'occurrence l'histoire de la Genesis elle est assez singulière. L'histoire de la Genesis globalement elle démarre par une crise qu'on a tous vécue, qui est la pandémie de la Covid-19. Donc finalement une pandémie qui arrive après des années assez fastes, assez rapide du coup pour le monde du trail. Donc on se souvient du duel Kylian-François Daen en 2018 sur l'UTMB, ou même la victoire de Pau Capel. Donc on était vraiment sur une période où tout allait beaucoup plus vite. On essayait de battre les records, les chaussures devenaient assez minimalistes. Plus de densité, donc plus de performance. Voilà, mais finalement des équipements qui étaient très élites et pas forcément adaptés au commun des mortels. Et en fait, c'est ce qui était beaucoup reproché chez Salomon, notamment à l'époque Kilian Jornet, où vous développiez des chaussures très adaptées à la performance, mais peut-être un peu moins pour le grand public. Et on sait qu'une marque comme Hoka a peut-être tiré son épingle du jeu en proposant des chaussures plus maximalistes, plus confortables et finalement avec succès. Donc ça, c'est peut-être un enseignement que vous avez tiré. Ouais, c'est ça. Nous, en fait, l'idée, ça n'a pas été de copier ce qui existait déjà, mais plutôt de prendre d'une contrainte une opportunité. Donc là, la pandémie arrive et pendant la pandémie, il n'y a plus de courses. Donc finalement, plus d'athlètes qui vont répondre présent à une course pour essayer de battre un record. Et on s'intéresse finalement à un signal faible qui est les aventures. On s'aperçoit que les gens continuent de vouloir courir et continuent de se challenger, par contre sans chronomètre. Certains ont fait des traversées de type Annecy-Chamonix, d'autres se sont challengés dans les bois parisiens, mais sans dossard. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que tous ces coureurs, ils recherchaient finalement globalement 3 critères. Ils cherchaient une chaussure qui soit confortable, donc finalement d'une distance
globalement de 0 à 20, de 0 à 100, de 0 à 200. Donc finalement une chaussure qui soit confortable au long de la distance. Et chercher une chaussure qui accroche sur tout type de chemin et pas uniquement des chemins roulants. Et chercher une chaussure qui soit extrêmement fiable. Et surtout chercher une chaussure finalement qu'ils n'aient pas besoin de se casser la tête à se dire j'ai besoin de celle-ci, j'ai besoin de celle-là. Une réponse facile à comprendre qui répond à tous les besoins. Et c'est là qu'on a créé la chaussure Genesis, une chaussure taillée pour l'aventure, une chaussure fiable, une chaussure qu'on prend pour aller se challenger en outdoor et qui est une réponse unique. Et en fait, ça a démarré du coup par la S-Lab Genesis, qu'on a vu apparaître en 2022, notamment au pied de Mathieu Blanchard, donc il finit deuxième de l'UTMB. Et maintenant, en 2024, donc ça arrive avec une version gamme qui a pour objectif de démocratiser finalement ce qu'on a mis au point à la base pour les athlètes, avec le Nike Plus Ultra des composants sur le modèle S-Lab. Et maintenant démocratiser ça au plus grand nombre avec une offre un peu plus attractive en termes de prix et surtout une solution plus adaptée à tous les profils de coureurs en termes de fit et de géométrie. Donc en fait, on vient profiter de l'expérience du haut niveau, des technologies, pour l'adapter à des chaussures plus grand public, parce que c'est vrai qu'il y a cette croyance. Les coureurs, ils voient tel ou tel coureur avec cette chaussure-là, et puis on va se dire, cette chaussure-là, du coup, il a gagné avec ça, elle est faite pour tout le monde. Mais non, même dans le très haut niveau, on l'avait vu sur la plaque carbone, avec la plaque carbone, il y a des coureurs qui répondent mieux à certaines marques plutôt que d'autres, et c'est pourtant des coureurs, voilà, tous de très très haut niveau, mais il y a forcément des partis pris quand on développe une chaussure, et on ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc après, c'est pour ça pose des questions aussi avec qui on signe quand on est un athlète, parce que si le parti pris de la conception n'est pas adapté à notre profil à nous, ça peut poser des problèmes. Et donc là, vous, c'est vraiment aller chercher la technologie pour le développer au grand public, un peu ce qui se fait dans le sport automobile. On sait qu'en Formule 1, il y a plein de technologies, la récupération d'énergie, l'ASP, voilà, plein de technologies qui ont été développées en F1 qu'on a adaptées au modèle grand public. Vous, c'est un peu la même idée. Vous le faites aussi sur la plaque carbone, parce que vous avez sorti une chaussure sur la route adaptée aussi à des marathoniens, entre guillemets, qui veulent courir avec de la carbone, mais plus adaptée. Et ça, c'est vraiment fort, parce que on voit encore aujourd'hui des gens qui courent avec qui achètent des chaussures très chères, mais qui ne sont pas du tout adaptées à eux, et qui en plus ils vont sous-performer avec ces chaussures-là. Donc ils sont perdants sur toute la ligne. Ouais, exactement. Après, nous, à la différence vraiment la stratégie, par contre, c'est d'avoir en fait différentes franchises. Donc on a une franchise en fait de chaussures pour aller vite sur des formats courts. On a la franchise Genesis qui est la franchise clé de Salomon, et ensuite on a une autre franchise qui est plutôt orientée maximum confort, donc qui est Glide, avec un nouveau modèle très prometteur que vous verrez du coup l'année prochaine. Et l'idée vraiment, c'est d'avoir en fait une cascade de composants, donc entre la version S-Lab et la version gamme, un peu à la manière de l'industrie du vélo, c'est-à-dire on a un cadre, les composants les plus haut de gamme sur le modèle porté par les coureurs, utilisé par les coureurs du circuit élite, et ensuite par contre la même géométrie mais avec des composants un peu plus abordables et aussi un peu plus adaptés, un peu moins rigides pour les coureurs occasionnels, cyclo. Là, l'idée, c'était vraiment ça avec la gamme Salomon, offrir une solution géométrique par franchise et ensuite distinguer vraiment le S-Lab de la gamme par le choix de composants, quelque chose d'un peu plus léger, beaucoup plus léger, même beaucoup plus fité pour le lab, quelque chose d'un peu plus durable et généreux pour le commun des mortels sur la gamme. Et puis on reste quand même dans une optique de performance. On n'est pas à proposer des chaussures avec des grosses mousses. T'as l'impression des fois de courir sur des marshmallows. On va même un petit peu infantiliser le cours. On va vous mettre des gros amortis, puis vous allez voir. Alors qu'en plus on sait que c'est pas forcément ce qui est le plus optimal pour la blessure. Et voilà, donc là on va quand même être sur des critères, des aspects performance, mais avec des chaussures vraiment adaptées. Ouais, hyper intéressant. Je pense qu'effectivement, c'est un segment qui est encore peu traité, mais qui a, à mon avis, un bel avenir devant lui. Merci beaucoup pour ta passion. C'était un plaisir de discuter avec toi, d'en savoir un petit peu plus sur la gamme. Merci à vous. Et puis encore bravo pour ce succès sur cette Maxi Race où les athlètes Salomon ont particulièrement bien brillé à domicile, puisque voilà, le siège, en tout cas la conception de design du produit est toujours sur les terres alpines. C'est ça, à 3 km du lac. Merci à toutes celles et ceux d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve dès vendredi prochain pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un coureur. À la semaine prochaine.